Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur, ici maintenant, avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Bienvenue à l'école de la lenteur. Pourquoi éloigner les enfants de l'idéologie du genre? Eh bien, parce que il y a l'idée, dans l'idéologie du genre, de la capacité de s'autodéterminer. Alors, d'autodéterminer soi-même son genre et aussi de transformer son genre. Alors, cette idée de transformer son genre et de la capacité de s'autodéterminer n'a pas sa place auprès des enfants, n'a pas sa place dans les écoles avec le programme prescrit du ministère d'éducation à la sexualité qui est obligatoire. Ensuite, biologiquement, c'est prouvé qu'il y a deux sexes, homme ou femme, qu'il y a deux genres. Et oui, c'est quelque chose qui fait partie de la nature, femelle, mâle. C'est quelque chose qui, on est identifié par notre partie intime qu'on est. Alors, on est comme être sexué. Alors ça, c'est le gros bon sens. Ça fait partie, disons, des sciences de la nature. Alors, bien sûr, il peut y avoir une variabilité au niveau du taux d'hormones, masculines ou féminines, qui peut, disons, influencer, disons, le développement du corps, mais ça ne va jamais changer le genre. Et bien sûr, il y a aussi des bébés qui naissent, c'est-à-dire avec les deux sexes et qui sont hermaphrodites. Alors ça, c'est l'exception. Ensuite, parce que scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a une différence entre l'homme et la femme de manière morphologique, alors que ça soit au niveau du squelette. Alors l'homme, au niveau de la boîte crânienne, on peut voir des différences entre l'homme et la femme. Au niveau du bassin aussi, la femme a un bassin plus large pour accueillir le développement du fœtus et pour accoucher, que ça soit aussi les clavicules. Alors, il y a différents traits physiques qu'on peut distinguer chez l'homme et la femme. Et puis, bien sûr, il y a tout le côté de la masse corporelle, il y a tout le côté aussi des muscles, alors le poids. Alors, il y a des différences vraiment morphologiques chez l'homme et la femme qui sont tout à fait naturelles. Alors, je pense qu'il faut utiliser notre gros bon sens comme parents, revenir sur les notions de base en sciences, en biologie, en sciences de la reproduction, alors qu'il y a en effet deux genres. Alors, l'idéologie du genre qui amène plein d'idées sur toutes sortes de définitions. Je vais vous présenter ce qu'on peut parler dans les écoles au niveau du primaire en 5-6e année. Alors, on amène la notion du genre avec la licorne du genre qui est très jolie. Je vais vous la montrer de plus près. Vous pouvez trouver ces images-là sur Internet. Alors, je me mets à côté. Tada! À côté de la licorne du genre. Alors, voilà, je fais un plus gros plan. Alors, je vous nomme certaines notions qu'on enseigne auprès d'enfants parce qu'en effet, le programme fait en sorte qu'on sexualise les enfants. Alors, la licorne du genre, il y a toute une expression du corps avec la licorne du genre. Alors, le genre, c'est quelque chose que, dans le fond, que j'imagine, qui est dans mon cerveau, comment je m'identifie. Alors, ma capacité de réfléchir, de m'autodéterminer. Ensuite, il y a l'attirance par rapport à mon cœur. Ensuite, il y a le sexe. Alors, il y a une attirance sexuelle envers que ça soit l'homme, la femme. Alors, l'attirance, elle est personnelle. En tout cas, il y a vraiment... J'ai de la misère à lire les termes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Vous irez voir l'image, les notions de la licorne du genre. Et l'attirance aussi romantique. Alors, c'est quelque chose qui est personnel, toujours. Alors, envers les femmes, les hommes, la masculinité, la féminité. Ensuite, il y a le genre. Alors, eux amènent toute une notion comme de fluidité à travers la licorne du genre.
Puis ensuite, le sexe assigné à la naissance, bien, c'est soit femelle, mâle ou intersexe. Ensuite, qui explique la différence en 6 genres. 6 genres, là, c'est homme ou femme. Et ensuite, transgenre. Alors, c'est plein de belles notions avec du beau vocabulaire. C'est assez troublant, OK? Parce que tant qu'à moi, quand je lis ça, ça me mélange. J'ai même la difficulté à présenter la licorne du genre tellement que c'est compliqué. Mais ils rendent ça un beau tableau coloré, très ludique. Et j'ai trouvé la licorne du genre sur le site Internet des Centres des femmes du Québec, dont celui de la Gaspésie. Je vous mettrai en lien la description pour trouver la licorne du genre. Alors voilà. Pourquoi éloigner les enfants de l'idéologie du genre? Eh bien aussi parce que c'est mené par des clans de milliardaires, des personnes qui ont des intérêts particuliers, de promouvoir que l'identité d'un être humain est transformable et modifiable. Sophie Audiger, qui est une auteure, alors une co-auteure, qui est aussi une experte en politique éducative en France. Elle a écrit le livre « L'éducation sexuelle à l'école ». Elle parle d'une guerre entre deux clans de milliardaires. Alors, le premier clan, c'est celui des transhumanistes, alors qui désirent prendre le contrôle du cerveau humain, du développement du cerveau humain via l'intelligence artificielle, avec le contrôle de l'identité numérique. Alors, c'est, disons, l'intelligence artificielle qui est mise en place tranquillement pour améliorer les performances du cerveau. Alors, ce sont justement Trump de ce monde, Elon Musk de ce monde, Palantir de ce monde. Alors, c'est la science-fiction qui devient réelle, qui s'accélère dans notre monde présentement, avec le clan des transhumanistes. Ensuite, le deuxième clan de milliardaires, c'est celui des trans-activistes que Sophie Audiger nomme. Alors, c'est tout le clan, de l'idée qu'on peut transformer son genre, qu'on peut s'autodéterminer. Alors, c'est en fait des lois, c'est des lobbies, des organismes, des fondations menés par des gens milliardaires avec des intérêts précis. Et il y a eu une accélération sous le gouvernement Biden aux États-Unis. Et puis, disons que c'est tout un système qui s'est développé tranquillement au niveau des politiques, au niveau des chaires de recherche aussi dans les universités. Parce que le wokisme, ça a pris place aux États-Unis et ça dit que la personne peut s'autodéterminer. Alors, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles auprès des enfants. Alors, l'idée d'avoir la fluidité de sa propre identité. Aussi, la transformation de son genre. Alors, c'est tout aussi les lobbies biomédicaux qui sont en place pour permettre cette transformation-là du corps. Alors, puis, qu'on pense aux bloqueurs d'hormones chez les jeunes enfants prépubères, ou on pense par exemple aux opérations chirurgicales des parties intimes pour les transformer. Alors tout ça, le wokisme est né aux États-Unis. Au début, disons, c'était dans les années 60-70, c'était la révolution sexuelle, alors la liberté sexuelle qui faisait une séparation avec l'Église, avec les valeurs conservatrices de l'Église, et aussi des valeurs, disons, conservatrices du modèle familial traditionnel, alors le père, la mère, la fameuse famille nucléaire. Et par la suite, dans les années, disons, 80-90, mais c'est un militantisme qui était plus relié sur les libertés de la personne, les droits de la personne, les droits des personnes homosexuelles et aussi tout l'enjeu aussi du virus du sida, alors avec les recherches qu'ils ont fait pour soigner les gens qui avaient le sida. Alors, c'était une révolution pour ouvrir les horizons de la société et puis emmener plus de droits pour tous et chacun. Mais le problème avec le wokisme, c'est que c'est avec le trans-identité et c'est que
on impose cette idée dans la société et on vient aussi normaliser ça quand ça devrait être juste une exception. Et puis aussi, ça vient influencer toute la liberté intellectuelle parce qu'il y a des chaires de recherche dans les universités qui sont financées par ces lobbies et ces fondations. Alors, cette guerre de milliardaires, bien, c'est mondial et ça vient dans les écoles. Le wokisme vient dans les écoles avec le programme presque obligatoire d'éducation à la sexualité. Alors, c'est une réalité qu'on vit dans les écoles. Alors, supposons que je vous montre le programme, justement. Alors, ici, j'en ai déjà parlé. Alors, ça, c'est les contenus qui sont résumés, qu'on peut trouver sur Internet. Je vous mettrai le lien. Alors, les contenus du programme d'éducation à la sexualité. Alors, ce programme-là, en fait, ça dit que l'enfant naît sexualisé. Alors, quand je regarde un des thèmes, qui est la globalité de la sexualité. Alors, par exemple, en première année, 6 et 7 ans, on va emmener l'idée de comprendre ce qu'est la sexualité. Alors, on va expliquer, on vient, dans le fond, établir un peu comme la licorne du genre. Alors, comment je me représente la sexualité dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Alors, dans sa tête, dans son corps et dans son cœur. Comme la licorne du genre, comme on a vu. Et puis, alors, ça amène des connaissances et des questions sur la sexualité. On vient traiter quelques exemples en illustrant par des exemples concrets. Par exemple, comment s'exprime dans sa vie d'enfant, la sexualité, des notions de sexualité. Puis pourquoi ces contenus? Bien, c'est parce qu'on dit que la sexualité, en fait, c'est global. On le retrouve dans toutes les dimensions, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau économique, politique. En tout cas, il nomme toutes les dimensions affectives, relationnelles, mentales, émotionnelles et économiques. Je vais lire. Qui s'expriment et se vivent de différentes façons selon l'âge et le niveau de développement de chacun. Et là, c'est textuellement nommé dans la notion de pourquoi ces contenus sous le thème globalité de la sexualité. La sexualité présente dès la naissance est naturelle et se développe tout au long de la vie à travers les différentes étapes du développement global des enfants, des adolescents et des adultes. Alors, l'enfant n'est pas un être sexué, est un être sexualisé. Alors, il y a des fonctions sexuelles. Voyez-vous la pente glissante qui s'ouvre vers la légalisation de la pédocriminalité? Quand l'État soutient ça, l'école soutient ça. En tout cas, c'est important d'utiliser son gros bon sens, son GBS comme parent et de dire non à la lecture du conte par une drag queen auprès d'enfants de 3 à 6 ans dans les écoles, les garderies, les bibliothèques publiques. C'est important comme parent de dire non à la licorne du genre, enseigner, montrer au 3e cycle du primaire dans les écoles. C'est important comme parent de dire non au programme d'éducation à la sexualité qui sexualise les enfants. Quand les enfants, avant la puberté, ce sont des êtres de sensorialité qui explorent leur corps par leur sens et qui ont la pensée magique de comment se représenter, par exemple, comment se fait des bébés avec leur propre imaginaire en construisant leur propre histoire. Alors, c'est de dire non à tout ça parce que c'est un dérapage. Alors, je vous invite vraiment à prendre position là-dessus. Pourquoi éloigner les enfants de l'idéologie du genre? Comme parent, je dis non à l'idéologie du genre dans les écoles et je ne suis pas transphobe. On me poserait l'étiquette transphobe parce que je critique que ce discours-là de l'idéologie du genre n'a pas sa place auprès d'enfants, que ce soit au niveau du primaire et même du secondaire. Alors, moi, parce que l'État appuie l'idéologie du genre. Et qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que l'enfant a la capacité de s'autodéterminer parce que l'enfant est un être sexualisé.
Ensuite, il a la capacité aussi de maîtriser ses pulsions sexuelles. Alors, on l'éduque sur le consentement parce qu'on considère l'enfant comme un être miniature adulte. Alors, on l'éduque sur c'est quoi un abus sexuel, c'est quoi le consentement. Ça semble un discours très bienveillant pour protéger l'enfant. Mais ça ne doit pas être l'enfant qui doit être éduqué là-dessus. C'est les adultes, les parents, les adultes bienveillants qui doivent protéger l'enfant. Parce que la réalité, ce que ça fait en disant que l'enfant naît sexualisé, c'est la pente glissante d'attribuer des droits sexuels à l'enfant parce qu'on va l'éduquer là-dessus. Et ça, c'est la légalisation de la pédocriminalité. C'est ça qui laisse place. Puis l'État ne protège pas les enfants, ne protège pas l'enfance. La preuve avec Sophie Digé que j'ai écoutée en entrevue, en France et le Québec, ça doit suivre les mêmes statistiques, je vais vous lire. Ça dit qu'en France, les abus sexuels de mineurs sont 3% criminalisés et 97% des pédocriminels sont non condamnés. Alors, c'est un système judiciaire qui ne protège pas les enfants, qui protège les pédocriminels. Alors, c'est incroyable parce que il y a par un programme qu'on met dans les écoles qui paraît bien, que les enseignants sont obligés d'enseigner avec une belle façade pour prévenir les abus sexuels, pour éduquer sur le corps, c'est mon corps, pour aller que c'est quoi le consentement. Derrière ça, c'est un registre sexuel d'adultes qui est montré aux enfants. C'est un langage sexuel qui est tenu auprès d'enfants. Quand il doit avoir plutôt une structure qui protège les enfants, une structure qui permet que la parole de l'enfant soit accueillie et qu'il y ait une approche aussi thérapeutique qui est mise en place quand l'enfant subit des sévices, que ce soit de la maltraitance physique ou peu importe. Alors, c'est pas vrai que le programme amène des solutions, ça empire parce que ça crée une perturbation. Je veux dire, si on amène l'enseignement de la conception, de l'idée de comment on fait des bébés, alors dès la première année ou la deuxième année, puis qu'on dit explicitement que c'est le pénis qui rentre dans le vagin, qui vient fertiliser, le spermatozoïde vient fertiliser l'ovule, mais je m'excuse, c'est du langage technique explicite de relations sexuelles entre adultes. Ce n'est pas un langage, ça ne respecte pas l'enfance, de comment l'enfant peut s'imaginer comment se fait les bébés. Je veux dire, on peut très bien lui emmener des termes spécifiques sur c'est quoi la reproduction, comment se fait les bébés, le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, qui grandit dans l'utérus, et voilà, c'est tout. Tu sais, on respecte la pensée magique, l'innocence de l'enfant qui construit ses propres histoires, mais ce n'est pas ça du tout. Alors, l'État amène, disons, soutient les droits sexuels de l'enfant. Puis c'est toute une dérive de société parce que c'est une inversion des valeurs. Normalement, dans une société saine, on doit protéger l'enfant et ce n'est pas l'enfant qui doit être éduqué de savoir comment se protéger d'abus. Alors, c'est une inversion des valeurs, puis de dire que l'enfant peut avoir des relations sexuelles avec des adultes, puis que c'est quelque chose qui est normal, qui fait partie de la fluidité ou du développement normal de l'enfant, parce que c'est un courant de pensée qui ont suivi les générations à partir des années 50 aux États-Unis. Alors, tu sais, c'est parti d'Alfred Kinsey, un chercheur qui était, disons, spécialiste au niveau des études des insectes, qui a emmené cette idée-là de se questionner, c'est quoi la sexualité des hommes, des femmes, des enfants. Fait que c'est un courant qui a cheminé jusqu'aux universités dans les chaires de recherche. Puis Alfred Kinsey était peut-être lui-même avec une sexualité, disons, marginalisée. Puis, ces données étaient loin d'être probantes parce qu'elle a interrogé la sexualité des hommes prisonniers.
Il allait interroger la sexualité des femmes qui faisaient de la prostitution. Fait qu'encore une fois, c'est des individus qui sont marginalisés, qui ne représentent pas nécessairement la sexualité qu'on retrouve dans la société ou dans les familles. Ensuite, pour les enfants, mais là, ça c'est grave, c'est qu'il est allé chercher des données d'un pédophile qui, je pense, dans un orphelinat, alors des enfants qui étaient vulnérables, qui faisait des attouchements à ces enfants-là, puis cette détresse-là manifestée était considérée comme de la jouissance, alors des manifestations de jouissance. Alors ça part de ça, en fait. Alors, avec Alfred Kinsey aux États-Unis. Puis là, on est rendu avec le wokisme, avec le transhumanisme, l'idéologie du genre, qui est dans les écoles avec un programme qui textuellement est écrit que l'enfant est un être sexualisé avec des fonctions sexuelles. Alors, il faut vraiment être éveillé comme parent et dire non à tout ça. Alors, il y a vraiment, disons, des positions à prendre là-dessus. Écrivez-moi en commentaire que pensez-vous comme parent de l'idéologie du genre qui se retrouve dans les écoles à travers le programme d'éducation à la sexualité. Que pensez-vous de tout ça à travers les explications que je vous donne, à travers aussi les ressources que je vais vous mettre en premier commentaire suite à cette vidéo explicative qui explique pourquoi l'idéologie du genre et il faut éloigner les enfants de tout ça. Parce que en fait, l'école promeut l'idéologie du genre avec une politique, oui, une politique pour une école ouverte sur la diversité de genre. Par exemple, un adolescent de 14 ans et plus, OK, qui se dit qui veut changer de prénom, par exemple, qui a un prénom masculin, il va aller vers un prénom peut-être neutre ou plus féminin, qui veut changer son pronom, qui ne veut pas pour un garçon qu'on se dirige vers lui en disant il veut s'appeler il ou peu importe. Alors, il change son prénom, il change son pronom. Il peut faire ça sous la confidentialité à l'école sans aviser les parents. Alors, c'est dans les principes généraux de la politique pour promouvoir la diversité sexuelle dans les écoles. Alors ça, c'est une atteinte à la primauté parentale. Imaginez que un enfant qui se questionne, qui n'est pas bien dans son corps, c'est un discours qui va être tenu à l'interne de l'école. À partir de 14 ans, il a la capacité de d'autodéterminer son genre. Je vais vous nommer la politique parce qu'elle est réelle. Alors, cette politique pour une école ouverte sur la diversité du genre. Alors, ça fait partie, je l'ai trouvé au Centre de services scolaires des Draveurs. Alors, la date qui a été mise en place, ça dit ici 2020, 08-25. Alors, si je ne me trompe pas, 25 juillet 2020. Alors, le préambule, c'est que c'est d'emmener justement que la diversité sexuelle, diversité d'identité de genre, que les enfants qui se questionnent à ce niveau-là soient disons, protégés, qui aient les mêmes droits que les autres enfants, qui aient accès à toutes les activités éducatives, parascolaires, sociales, de l'école. Mais là, je vais vous dire, voilà, cette politique, elle a prise en effet, elle a été votée à l'Assemblée nationale le 10 juin 2016. Elle était adoptée à l'unanimité, le projet de loi numéro 103, d'accord? Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et améliorer notamment la situation des mineurs transgenres. Alors, c'est ça. Fait que ça fait partie de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Alors, nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10. Alors, tout à fait d'accord avec ça parce que, en effet, chaque personne a, disons, ses droits, ses libertés, mais je pense qu'il y a un dérapage qu'on amène l'idéologie du genre dans les écoles parce que un jeune adolescent est en construction de son identité.
On est en transformation du corps. Moi-même, adolescente, j'étais pas bien dans mon corps. J'avais pas nécessairement eu d'éducation de ma mère de comment mon corps féminin, avec le cycle menstruel, la transformation des seins, tout ça, les changements hormonaux, j'ai pas été informée là-dessus. Fait que c'est sûr qu'il y a une éducation qui a dû s'améliorer avec le temps. Le problème, c'est l'idéologie du genre qui vient s'imposer partout, comme une idée qui est normalisée. Je veux dire, un jeune qui n'est pas bien dans son corps, il n'y a pas besoin de questionner s'il doit changer de genre. Fait que cette politique-là est vraiment très, disons, pernicieuse, même s'il y a des bons aspects dedans. Puis, oui, c'est ça. Dans les principes généraux, c'est vraiment écrit. Il est nécessaire d'obtenir l'accord de l'élève transgenre ou non-binaire avant d'impliquer ses parents dans les mesures d'accompagnement qui pourraient être prises par l'établissement, notamment pour un jeune de 14 ans et plus. Alors, voyez-vous, comme parents, comment on est tassé dans nos droits parentaux, dans la primauté parentale. Alors, c'est une politique qui existe dans chaque centre de service scolaire. Je vous mettrai le lien du centre de service scolaire des Draveurs. Alors, c'est ça. Disons qu'on on doit être vigilant, puis on doit être critique vis-à-vis cette idéologie du genre. Et puis, je dirais même, le problème dans tout ça, qu'on parle d'un adolescent, par exemple, un adolescent qui n'est pas bien dans son corps, qui a un mal de vivre, qui se questionne dans sa construction identitaire. Le problème, c'est que les gens qui exercent au niveau d'accompagnement thérapeutique ou psychologique pour emmener une approche de comprendre les émotions, de comprendre les besoins, de comprendre ce mal de vivre-là, cette détresse émotionnelle, cette détresse psychologique, eh bien, ce que ça dit, c'est que le psychologue n'a pas le droit d'intervenir au niveau thérapeutique. Supposons qu'un jeune se présente dans son bureau, il lui dit « ben moi, je suis pas bien dans mon corps », alors il n'a pas le droit d'emmener une approche thérapeutique, que ça soit behavioral, humaniste. Moi, j'en ai fait la thérapie, là, je sais de quoi que je parle. Comme adolescente, j'en ai fait aussi pendant ma vingtaine. Alors, c'est complètement tassé. Il y a vraiment comment dire, des lois qui ont été votées. Il y a vraiment une intervention de l'État qui vient faire la promotion de l'idéologie du genre en suggérant aux jeunes qui en mal de vivre de le prendre en charge avec la seule solution qui est d'emmener l'idée de transformer son genre, de transformer son corps. Alors, c'est toute une approche biomédicale, thérapeutique, biomédicale qui lui est suggérée à travers, par exemple, des bloqueurs d'hormones qu'on va appliquer à l'enfant prépubère, 9, 10, 11 ans. Aussi à travers des opérations chirurgicales qui sont douloureuses, qui demandent toutes sortes de, disons, d'interventions. C'est pas banal, là. Je veux dire que des jeunes hommes se fassent faire des vasectomies, puis ça, c'est une réalité que Sophie Djie a vraiment nommée. Des jeunes hommes mineurs se font faire des vasectomies. Fait que, tu sais, c'est irréversible, ces opérations-là, là. Alors, ça devient comme la solution qui est mise de l'avant sans traiter le mal-être, sans traiter la détresse psychologique, parce que, en quelque part, c'est une maladie mentale, c'est une identité du corps qui est pas comprise, qui est complètement, disons, modifiée ou qui est pas un peu comme l'anorexie ou la boulimie. Il y a une vision du corps qui est trouble. Alors, c'est ça, c'est la dysmorphologie du corps, tu sais, c'est un trouble de l'image corporelle. Fait que ça... C'est ça, fait qu'on est les thérapeutes, les psychologues sont interdits d'intervenir à ce niveau-là. Fait que la solution, c'est la transformation du corps. Puis ce qui arrive, c'est que ça va pas traiter la détresse. Puis quand cet enfant-là ou ce jeune-là,
Sophie Dugé, il rentre un peu ce qu'elle nomme dans un état euphorique, un peu comme un papillon qui se transforme dans sa chrysalide. Il y a toutes les possibilités d'être ce qu'il veut à travers ces possibilités de chirurgie médicale qui transforment le corps, hein? C'est le transhumanisme. Alors, mais après, c'est irréversible, le corps est mutilé, je veux dire, quand il rentre dans les hormones, il y a des choses qui ne reviennent pas. La voix ne peut pas revenir pour une jeune fille. Après, il peut y avoir une atteinte au niveau de la fertilité pour les jeunes filles. Fait que c'est... Le mal-être n'est pas traité, puis après ça, il y a des gens, à travers leur adolescence, leur jeune vie adulte, regrettent ça. Mais ils ne peuvent pas revenir en arrière parce que le mal est déjà fait. Mais ils ont toujours ce mal-être parce que ça n'a pas été accueilli, ça n'a pas été traité, ça n'a pas été fait à travers une thérapie cognitive, émotionnelle, qu'on a pris soin de la psyché de l'enfant ou du jeune adolescent. Alors, c'est tout un enjeu de société, le transhumanisme. Et c'est pernicieux parce que ça rentre dans les écoles avec le programme d'éducation à la sexualité. Alors, c'est quoi faire comme parent en mode solution? Bien, il y a des solutions, c'est sûr. Premièrement, c'est de dire non au programme d'éducation à la sexualité dans les écoles. C'est sûr qu'il est obligatoire, mais on peut s'impliquer au niveau du conseil d'établissement qui est formé dans chaque école avec une majorité de parents pour aller donner son information, donner son opinion. Au moins, l'information circule. On peut aussi aller discuter avec l'enseignant de son enfant, parler de ses inquiétudes, montrer c'est quoi nos positions, montrer le programme, voici ce que j'ai lu. C'est parce que souvent les enseignants utilisent aussi la littérature jeunesse. Alors, si l'enseignant est assez transparent, il pourrait montrer la littérature jeunesse qu'il utilise. Et aussi, bien, c'est de s'impliquer dans les groupes de parents militants. Il y en a plusieurs, des groupes de parents militants, que ce soit le regroupement des parents vigilants du Québec. Je veux dire, on se réseaute entre parents, on met des actions en place. Ensuite, c'est sûr qu'il y a l'idée aussi de faire l'école à la maison parce qu'on se protège de ça. On fait l'enseignement à notre enfant selon nos valeurs, évidemment aussi selon le programme d'éducation du ministère. Mais je pense qu'on peut s'exclure ce programme-là pernicieux. Alors, vous pouvez faire appel à mon accompagnement avec l'École de la lenteur. Je suis moi-même une enseignante formée, brevetée. Alors, je peux peut-être vous aider dans votre projet de faire l'école à la maison. Alors, c'est sûr que les solutions, on est comme devant une espèce de pouvoir, tu sais, comme dit Sophie Dugé, c'est la guerre en deux clans de milliardaires, les transhumanistes et les transactivistes. Mais comme parents, dans notre petite communauté, dans notre refuge, dans notre cellule familiale, dans le réseau de parents aussi qui font l'école à la maison, je veux dire, on peut s'entraider, puis on peut créer notre propre communauté pour protéger les enfants et de aussi redonner l'enfance. Alors, écrivez-moi en commentaire, que pensez-vous de l'idéologie du genre? C'est quoi vos inquiétudes? C'est quoi peut-être ce que vous voyez peut-être de positif ou de négatif à travers ce programme d'éducation à la sexualité? Parce que c'est sûr qu'il y a des éléments intéressants dans ce programme-là. Mais il est vraiment clairement dit que l'idéologie du genre s'insère dans le programme parce qu'il y a un thème qui parle d'orientation, rôle sexuel, genre, tu sais, tout ça est nommé dans le programme. Et puis, mais moi, Osanne Juteau, maîtresse de la lenteur, bien, je vous offre 2 places pour un rendez-vous de ralentissement parental pour mettre un baume sur votre quotidien, pour mettre de la lenteur, du calme. Si vous avez une problématique que votre enfant vit, que ce soit au niveau de l'anxiété, je suis là pour vous aider. Alors, prenez votre rendez-vous de ralentissement parental, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans votre réalité familiale. Sur ce, bisous!